2 janvier, Finlande, offensive finlandaise en Carélie. 5 janvier, Paris, signature d'un traité militaire franco-polonais. La drôle de guerre se poursuit sur le front occidental. 17 janvier, Hitler décide d'attaquer à l'ouest. En janvier, la petite armée finlandaise passe à l'attaque. L'armée rouge s'est profondément avancée dans le territoire finlandais, ce qui la rend vulnérable dans des conditions de froid extrême. La bataille de Suomussalmi, le 8 janvier, se solde par une écrasante victoire des Finlandais. La 44e division d'infanterie soviétique est pratiquement anéantie. Plus de 27 000 morts pour seulement 1300 prisonniers. Les proportions des pertes dans les 2 camps sont incomparables. Par exemple, à Mila, les Finlandais anéantissent une unité soviétique d'1 millier de soldats. Eux-mêmes ne perdent que 5 hommes. Malgré l'arrivée de renforts, l'armée rouge est mise en échec. Le traité militaire entre la France et la Pologne, signé le 5 janvier, débouche sur la création de l'armée polonaise sur le sol français. Ainsi, 120 000 soldats polonais participent aux manœuvres de l'armée française. Leur centre de commandement se situe à Angers. L'organisation de cette armée constitue également la priorité du gouvernement polonais réfugié en France. Depuis le début de la guerre, les gouvernements français et britanniques discutent de la meilleure stratégie. S'il n'y a aucune action d'envergure sur le front occidental, en revanche, sur mer, les U-boote et les navires de la Kriegsmarine font peser une menace qu'il est impératif de contrer. La marine britannique bénéficie de l'appui de la Royal Air Force. Toutes les séances de travail entre les premiers ministres Chamberlain et Daladier se déroulent en présence du chef d'état-major britannique, le général Ironside. La collaboration entre les 2 pays devient de plus en plus étroite. Le corps expéditionnaire britannique en France atteint 300 000 soldats. La guerre d'hiver en Finlande incite les Alliés à créer un corps expéditionnaire pour s'emparer des ports de Norvège. Hitler comprend la menace et décide d'anticiper l'action des Alliés. Il prépare l'invasion de la Norvège. « 11 février, Berlin, signature d'un traité économique germano-soviétique. Février, la guerre sur mer s'intensifie.
La signature d'un traité économique entre le Reich et l'Union soviétique permet à l'Allemagne d'accéder aux ressources stratégiques de son allié. Contre les produits bruts, le pétrole, les métaux et le blé, le Reich fournit à Staline des produits manufacturés et parmi eux des armes et des avions. Ainsi, toutes les stations du transit se trouvent surchargées, comme celle-ci à la frontière polonaise. Les produits soviétiques permettent à Hitler de renforcer sa machine de guerre. Pour Hitler, le développement de la flotte sous-marine devient une priorité. Rien qu'en 1940, pas moins de 54 U-boote quittent les chantiers navals. Les Alliés n'ont pas encore trouvé de parade à l'arme sous-marine. Leurs pertes augmentent sans cesse. En février, les attaques des U-boote se concentrent sur les voies menant au port britannique. Plusieurs dizaines de bateaux sont coulés. « 5 mars, Moscou. Staline décide du sort de la population polonaise. 12 mars, Finlande. Fin de la guerre contre l'Union soviétique. 15 mars, Roumanie. Les liens avec le Reich se resserrent. La situation de la population polonaise dans la zone contrôlée par l'Union soviétique s'aggrave. Les nombreuses déportations au Kazakhstan ou dans les camps de travail en Sibérie concernent en priorité les fonctionnaires et les élites. Plus d'1 million de personnes sont ainsi déportées. Le 12 mars 1940, sous la pression de la diplomatie allemande, la guerre en Finlande s'achève. Les Soviétiques ont réussi à percer la ligne principale des défenses finlandaises, la ligne Mannerheim. Jusqu'au bout, l'armée finlandaise défend ses positions. Les lourdes pertes dans les rangs finlandais, environ 25 000 morts et 55 000 blessés, poussent le maréchal Mannerheim à demander l'armistice. La Finlande perd une partie de son territoire, mais réussit toutefois à garder l'essentiel, son indépendance. Dans la dernière phase de la guerre, Staline avait envoyé au front les unités sibériennes. Au total, les pertes soviétiques s'élèvent à 333 000 morts et blessés. Cette difficile victoire face à une armée aussi modeste met en évidence les faiblesses de l'armée rouge. La Roumanie se rapproche de l'Allemagne. Le 15 mars, sous la pression allemande, le gouvernement roumain accorde l'amnistie aux membres de l'organisation fasciste Garde de fer.
9 avril, l'Allemagne attaque le Danemark et la Norvège. « 29 avril, ouverture d'un camp de concentration à Auschwitz. Le 9 avril, la Wehrmacht franchit la frontière danoise. Le jour même, à midi, le roi Christian X et le Premier ministre lancent un appel à la population pour ne pas opposer de résistance à l'armée allemande. Jusqu'en 1943, le Danemark jouira d'un régime d'occupation privilégié par rapport à d'autres pays occupés. La configuration du terrain en Norvège nécessite l'emploi des forces navales et aériennes. Le 9 avril, à l'aube, les Allemands s'emparent des principaux aéroports, qui deviennent ainsi des bases de débarquement pour les unités de la Wehrmacht. Ici, l'aéroport Fornebu à Oslo, la capitale de la Norvège. L'attaque principale est dirigée vers les ports norvégiens. Oslo, Kristianstad, Bergen, Trondheim et Narvik subissent d'intenses bombardements. Le contrôle des ports est d'une importance capitale. À Narvik, port spécialisé dans le transport du minerai de fer, la Royal Navy réussit à couler une flottille entière de 10 destroyers allemands, ce qui permet le débarquement des unités françaises, britanniques et polonaises. La situation des chasseurs de montagne et des marins allemands qui défendent Narvik est critique. La pression des Alliés se fait de plus en plus forte. À Narvik, la suprématie maritime alliée est flagrante. Les batteries de leurs navires s'en prennent même aux unités allemandes stationnées à terre. Une fois à terre, les choses vont se compliquer pour les Alliés car les états-majors n'ont pas réussi à s'accorder sur un plan précis. Problèmes logistiques et erreurs tactiques vont se succéder. C'est dans le nord de la Norvège que se concentre la résistance contre l'attaque allemande. Le roi Haakon VII rend visite à ses unités pour soutenir le moral des soldats. À partir de début mai, les Allemands intensifient leurs attaques aériennes. En Pologne, la politique de terreur menée par les Allemands vise les intellectuels, le clergé et les premières unités de résistance. À Palmyre, aux abords de Varsovie, plusieurs milliers de Polonais sont exécutés dans les premiers mois de 1940. Le territoire polonais est incorporé dans le système concentrationnaire allemand. Le 29 avril, au sud de la Pologne, le camp d'Auschwitz enferme ses premiers prisonniers. Initialement conçu comme un camp de travail pour détenus polonais, il ne va pas cesser de croître, jusqu'à devenir le plus sinistre lieu d'extermination des Juifs de l'Europe entière.
Attaque allemande à l'ouest. Quand s'engage le Blitzkrieg à l'ouest, l'Allemagne dispose de 134 divisions, dont 10 blindés. Les Alliés alignent 137 divisions, dont l'équivalent de 11 divisions blindées. Le rapport de force est équilibré. Le 10 mai, les divisions allemandes franchissent les frontières de la Belgique et du Luxembourg. Une fois de plus, la tactique du Blitzkrieg, perfectionnée en Pologne, est utilisée. L'attaque conjointe de l'aviation, des blindés et de l'infanterie motorisée surprend les forces alliées. En Belgique, le renfort de 3 armées françaises et du corps expéditionnaire britannique ne parvient pas à contenir l'invasion. Le franchissement des Ardennes constitue le tournant de cette campagne. Dès le 20 mai, les forces allemandes se trouvent sur la Manche. Au nord, les Allemands envahissent la Hollande, violant ainsi sa neutralité. Les unités aéroportées s'emparent des points stratégiques. Le 14 mai, la Luftwaffe bombarde le centre historique de Rotterdam. Le lendemain, l'armée hollandaise capitule. La reine Wilhelmine s'exile. L'armée belge, aidée par les Alliés, oppose une belle résistance. Mais coupée de ses bases arrières, la situation devient vite intenable. Le 28 mai, lorsque l'état-major britannique décide d'évacuer son corps expéditionnaire, le roi Léopold III donne l'ordre de capituler. Cette lourde décision a été prise sans consultation préalable avec ses alliés. Dans cette campagne de 18 jours, l'armée belge a perdu 5000 hommes. L'état-major français mobilise la totalité de ses forces aériennes. Les pertes sont élevées à cause de l'artillerie antiaérienne et de la chasse allemande. L'armée de terre se bat également avec ardeur. Des lourdes pertes en sont la preuve. Au total, 90 000 morts et 250 000 blessés. C'est presque 3 fois plus que du côté allemand. L'armée blindée, trop dispersée au sein des petites unités, n'a pas la force de percussion des blindés allemands. Le seul succès notable des blindés français dans cette campagne est l'œuvre de la 4e division du colonel de Gaulle à Montcornet. L'avancée allemande désorganise complètement les armées alliées qui se trouvent coupées en deux. Le 19 mai, le commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, Lord Gort, communique à Londres un plan d'évacuation des forces alliées par le port de Dunkerque. Le 21 mai, la dernière tentative de rompre l'encerclement se solde par un échec. Entre le 27 mai et le 4 juin, 214 000 Britanniques et 112 000 Français sont évacués. Dunkerque tombe le 4 juin. La France se trouve désormais seule face à son destin. « 10 juin. Fin de la campagne en Norvège. 14 juin, Paris, ville ouverte. L'Italie entre en guerre. 22 juin, Rotonde, signature de l'armistice. L'Union soviétique occupe les pays baltes. Le 10 juin, la campagne en Norvège se termine par une victoire allemande.
Les cuirassés allemands Scharnhorst et Gneisenau attaquent les navires britanniques et coulent le porte-avions britannique Glorious, avec 2 destroyers de son escorte. La Norvège est désormais entièrement sous contrôle allemand. Les pertes des 2 côtés sont peu élevées. Seule la Kriegsmarine paye un lourd tribut à cette campagne, 3 croiseurs et 10 destroyers. Jusqu'au début du mois de juin, les opérations militaires se concentrent dans le nord de la France. Le 13 juin, le front de Champagne s'effondre et les Allemands pénètrent derrière la ligne Maginot. Les unités françaises sont contraintes de se replier rapidement. Les manœuvres s'avèrent particulièrement difficiles à cause de la panique de la population. Les routes sont en effet encombrées de millions de civils fuyant les zones de combat. Le 10 juin, l'armée allemande franchit la Seine à l'ouest de Paris. Ce qui reste de la 10e armée française, ainsi que quelques rares unités britanniques, défendent l'accès à la Manche, aux alentours de Saint-Valery-en-Caux. Le 11 juin, Reims tombe. Paris n'est plus qu'à 150 km. Le 13 juin, le gouvernement, qui s'est replié près de Tours, déclare Paris ville ouverte. L'armée française, commandée par le généralissime Weygand, sans cesse débordée et bousculée, est dans un état de décomposition avancée. Le 14 juin 1940, l'armée allemande entre à Paris. Le défilé de la victoire sur les Champs-Élysées est une démonstration de puissance allemande et annonce la chute de la France. Paris n'a d'autre choix que de se soumettre aux vainqueurs. Le 17 juin, le maréchal Pétain, nommé président du Conseil la veille, s'adresse aux Français et annonce qu'il demande la fin des combats. Le lendemain, de Londres, le général de Gaulle appelle les Français à venir le rejoindre pour continuer la lutte. Devant cet effondrement, 2 voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre, elle de l'honneur et de l'espérance. Le 28 juin, le gouvernement britannique reconnaît le général de Gaulle comme le chef de tous les Français libres. Le 10 juin, une fois le sort de la France scellé, l'Italie entre en guerre aux côtés des Allemands. Le 18 juin, Mussolini se rend à Munich pour demander à Hitler une zone d'occupation en France et l'annexion de territoires, Nice, Corse. Les gains territoriaux de l'Italie seront modestes.
Le 22 juin, à Rotonde, le général français Hunziger signe l'armistice. Hitler participe à la première partie des négociations, qui se déroulent dans le même wagon, où 22 ans plus tôt, l'Allemagne vaincue signait l'armistice de la Grande Guerre. Le 23 juin à l'aube, Hitler savoure sa victoire en s'octroyant une visite de Paris au pas de charge. C'est la première et dernière fois qu'il effectue un séjour dans la capitale française. Suite à l'armistice, la France est divisée en deux zones. La moitié nord et la côte atlantique sont occupées. La moitié sud, dite libre, reste sous l'administration française. Les contributions économiques imposées à la France sont très lourdes. Pendant que les yeux du monde sont braqués sur l'Europe de l'Ouest, Staline procède à l'occupation des pays baltes. Sous la pression de l'armée rouge et sans effusion de sang, de nouveaux gouvernements soumis à la volonté de l'Union soviétique sont installés. Ainsi, Staline réalise les clauses du pacte Ribbentrop-Molotov qui lui donnent la main libre sur les territoires qui, pour le moment, n'intéressent pas Hitler. En juillet 1940, dans une atmosphère de terreur, les pays baltes procèdent à l'élection de parlements populaires. Ces parlements instaurent le pouvoir soviétique dans les trois pays. Les déportations massives ne vont pas tarder. « 3 juillet, Afrique du Nord, attaque anglaise à Mers el-Kébir. Juillet, des milliers de soldats des pays occupés affluent en Grande-Bretagne. Pour les Britanniques, l'armistice entre la France et l'Allemagne pose le problème de la flotte française et de son éventuelle participation à la guerre côté allemand. Le 3 juillet, une flottille britannique surgit à proximité de la base navale française à Mers el-Kébir, en Algérie. Les Britanniques exigent le désarmement de la flotte française ou son ralliement. Face au refus français, les Britanniques ouvrent le feu. Les pertes françaises sont considérables. Plus de 1300 marins périssent. Les cuirassés Mogador, Dunkerque, Bretagne et Provence sont gravement endommagés. Seul le croiseur Strasbourg et 5 destroyers réussissent à échapper au carnage. Simultanément, les forces britanniques s'emparent des navires français stationnés à Alexandrie et dans les ports de Grande-Bretagne. Le gouvernement du maréchal Pétain rompt ses relations diplomatiques avec Londres. La défaite de la France provoque l'exode de milliers de soldats français qui franchissent la frontière suisse. Les soldats sont placés dans des camps et le plan de défense suisse prévoit leur participation en cas d'invasion allemande. Après la défaite française, la Grande-Bretagne est seule en guerre face à l'Allemagne et à l'Italie. Elle accueille également un grand nombre de soldats et de civils venant des pays occupés, Tchécoslovaquie, Pologne, Norvège, Belgique, Pays-Bas et France.
Le Premier ministre britannique Winston Churchill, nommé le 10 mai, comprend l'intérêt de la présence sur le sol anglais des soldats des pays occupés par les nazis. Il va permettre la création d'unités étrangères et les associer à l'effort de guerre dans l'armée britannique. « 4 août 1940, l'Italie attaque la Somalie britannique. « 13 août, la bataille d'Angleterre atteint son apogée. Le 4 août, Mussolini ordonne l'attaque de la Somalie. Cette petite colonie britannique est située entre l'Éthiopie italienne, depuis les années 30, et la Somalie italienne. La Somalie britannique tombe rapidement et les Italiens en profitent pour attaquer les régions frontalières du Soudan et du Kenya. En juin déjà, face à la menace italienne, le gouvernement britannique avait cherché du soutien auprès du roi d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, en lui proposant une lutte commune contre les Italiens. En juillet, Haïlé Sélassié appelle son peuple à poursuivre la lutte contre l'occupant italien. Soutenue par le gouvernement britannique, la lutte clandestine en Éthiopie prend de l'ampleur. Après la conquête de la France, de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg, le seul pays qui résiste encore aux Allemands est la Grande-Bretagne. Pour préparer l'invasion de l'Angleterre, la Luftwaffe, commandée par le maréchal Göring, a pour mission de s'assurer la suprématie dans l'espace aérien britannique. Le 13 août, le jour de l'Aigle, marque le début de la phase décisive de la bataille d'Angleterre. Les Allemands comptent détruire la RAF, puis débarquer dans la foulée. Cette opération, qui porte le nom de code « Lion de mer », doit couronner l'ensemble des conquêtes d'Hitler et lui assurer la soumission de toute l'Europe occidentale. Jusqu'à 1500 avions allemands par jour surgissent dans le ciel britannique. Göring prétend que l'aviation allemande bombardera la Grande-Bretagne jusqu'à la mettre hors de cette guerre. Les radars anglais, appareils révolutionnaires pour l'époque, permettent de détecter les formations allemandes qui s'approchent des côtes, à condition qu'elles ne volent pas trop bas. Les données sont immédiatement transmises au Fighter Command. Le territoire de la Grande-Bretagne est divisé en 5 zones, dont la défense est confiée au groupe d'aviation de chasse. Au début de la guerre, la Grande-Bretagne possède 52 groupes de chasse, qui comptent au total plus de 600 avions, en particulier les performants Hurricane et Spitfire.
Les Allemands bombardent les aéroports britanniques. Mais les attaques se concentrent surtout sur la partie sud-est de la Grande-Bretagne, et en particulier aux alentours des docks de Londres. La mission de la chasse britannique est rendue encore plus compliquée par les avions d'escorte allemands, de rapides chasseurs. Les affrontements quasi quotidiens entre la RAF et la Luftwaffe provoquent des pertes importantes. Les deux camps sont au bord de la rupture. Les pilotes britanniques ne sont pas assez nombreux. Les renforts étrangers vont jouer un rôle de plus en plus affirmé. 2500 pilotes britanniques, 140 Polonais, 101 Néo-Zélandais, des Canadiens, des Tchèques, des Belges, des Sud-Africains, des Australiens, des Français, des Irlandais, des Américains, des Rhodésiens, un Jamaïcain et un Juif de Palestine participent à la bataille d'Angleterre. En tout, aux côtés des Britanniques, combattent plus de 3000 aviateurs de toutes nationalités. 520 y laisseront leur vie. Septembre, Roumanie, crise politique. « 7 septembre, Angleterre, premier bombardement de Londres. Le 6 septembre, la crise politique en Roumanie se solde par l'abdication du roi Carol II. Le pouvoir est confié au général Antonescu, qui gouverne au nom du nouveau roi, le régent Michel Ier. La crise résulte des changements territoriaux au profit de l'Union soviétique, de la Hongrie et de la Bulgarie. En octobre, l'armée allemande entre en Roumanie. Le moment clé de la bataille d'Angleterre arrive à la suite d'un malentendu. Un pilote de la Luftwaffe bombarde par erreur les faubourgs de Londres. La réponse de la RAF est immédiate. Un raid est organisé sur Berlin. Le 7 septembre, Hitler donne l'ordre de bombarder Londres à outrance. Cette décision soulage les bases aériennes britanniques, soumises à des bombardements à répétition. Paradoxalement, ce sont ces 19 000 tonnes de bombes qui tombent sur la capitale et épargnent des objectifs militaires qui sauvent l'Angleterre de la défaite. En ces jours difficiles, le roi George VI et la reine Élisabeth refusent de quitter Londres et apportent leur soutien à la population sinistrée. Les bombardements de Londres et les menaces qui pèsent sur les grandes villes provoquent l'évacuation massive des enfants vers les campagnes. La lutte est dramatique. Tout un peuple, menacé, fait bloc derrière son roi, son premier ministre et son armée. Certains jours, les pertes de la RAF dépassent celles de la Luftwaffe. Les problèmes de ravitaillement en carburant et en pièces détachées se font de plus en plus sentir. Le 15 septembre est un jour crucial pour l'issue de la bataille. Ce jour-là, la RAF inflige à la Luftwaffe la perte de 56 avions contre 26 avions britanniques. Au total, pendant un mois, la Luftwaffe perd près de 2000 appareils, la RAF 2 fois moins.
La personnalité du Premier ministre, Winston Churchill, joue un rôle crucial dans la défense de la Grande-Bretagne. C'est lui qui inspire l'esprit de combat, le fameux fighting spirit. May well be that the final extinction of a baleful domination will pave the way to a broader solidarity of all the men in all the lands than we could ever have planned if we had not marched together. L'Allemagne et l'Italie, liées par le pacte d'Acier, cherchent des alliés politiques. Après de longues négociations, les deux pays se réservent le droit d'instaurer le nouvel ordre, en Europe et en Afrique. Le Japon se taillera sa sphère de coprospérité en Asie. Ainsi se dessine le nouveau partage du monde. Le pacte entre les trois pays est signé le 27 septembre 1940 à Berlin. Il est avant tout tourné contre les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'axe Rome-Berlin-Tokyo devient une réalité. « 23-24 octobre, Hitler rencontre Franco à Hendaye, puis le maréchal Pétain à Montoire. Septembre, Afrique du Nord, attaque italienne sur l'Égypte. Pour consolider sa politique en Europe, Hitler tente de gagner le soutien de l'Espagne et de la France de Vichy. Le 23 et le 24 octobre ont lieu des discussions avec le gouvernement espagnol. La rencontre du Führer avec Franco dans la petite ville d'Hendaye au Pays basque français n'apportera pas les résultats escomptés. Franco refuse d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. À Montoire, le 24 octobre, le maréchal ouvre les voies de la collaboration de l'État français avec le Troisième Reich. Le maréchal Pétain est devenu le chef de l'État français, dont le siège se trouve à Vichy, lorsque le 10 juillet, la République a cessé d'exister. Mussolini cherche à accroître la suprématie italienne sur le bassin méditerranéen. Le 13 septembre 1940, l'armée italienne franchit la frontière entre la Libye et l'Égypte. Les forces britanniques en Égypte comptent à l'époque 36 000 soldats. La grande disproportion des forces en présence permet à l'armée italienne d'effectuer une avancée rapide de plus de 100 km et prendre Soloum et Sidi Barrani. En décembre 1940, l'armée britannique lance une contre-offensive. Elle reprend Sidi Barrani et Soloum, puis franchit la frontière libyenne. Les Italiens sont en déroute. En Pologne occupée, le 16 novembre, les Allemands clôturent le ghetto de Varsovie. Le décret signé par le gouverneur de Varsovie, Fischer, préconise que toute personne juive se doit d'habiter un quartier isolé et sans contact avec l'extérieur. Cet ordre constitue le premier pas dans l'action planifiée d'extermination de la population juive en Pologne. Le mur de 3 mètres de haut, construit immédiatement autour du quartier, empêche tout contact entre les deux populations. Plus de 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint. 400 000 personnes s'entassent sur un territoire plus que restreint.
Les fonctions administratives dans le ghetto sont confiées au conseil juif, Judenrat, qui fonctionne sous l'étroit contrôle des Allemands. De semaine en semaine, la situation dans le ghetto empire. La presse clandestine polonaise dénonce ces états de fait. Le ghetto est construit dans un quartier surpeuplé. Pour une pièce habitable, il faut compter en moyenne 6 personnes, et parfois leur nombre touche la vingtaine. La clôture du ghetto empêche la plupart des Juifs de travailler. À l'intérieur de l'enceinte, seuls quelques-uns continuent de travailler dans les boutiques et dans des petites entreprises d'artisanat. Les rations quotidiennes sont extrêmement réduites. 75 grammes de pain par semaine. Si on y ajoute le manque total de charbon et de chauffage, la situation de cette population surgit dans toute son horreur. Après la vente des biens et des objets précieux, toute la population du ghetto est menacée par la famine. Dans la nuit du 14 novembre 1940, plusieurs centaines de bombardiers allemands détruisent la ville de Coventry. Aujourd'hui, on sait que l'état-major britannique connaissait les projets allemands, mais n'a pas agi pour protéger la ville. La raison d'État emporta la mise. Prévenir l'attaque, c'était avouer la connaissance des codes de cryptage allemands, ce qu'à ce moment du conflit, les services secrets britanniques ne pouvaient faire. « 18 décembre, Berlin. Hitler signe le plan secret d'attaque de l'Union soviétique. Ce plan, qui a pour nom de code Barbarossa, prévoit une campagne courte de 4 mois tout au plus. Les préparatifs doivent être terminés le 15 mai 1941. Cette décision condamne l'Allemagne à une guerre sur les deux fronts, celui de l'Ouest, où la Grande-Bretagne reste toujours invaincue, et celui de l'Est. La conquête de la Norvège avantage les Allemands dans la bataille de l'Atlantique. La Luftwaffe dispose de bases qui lui permettent d'attaquer avec plus d'efficacité les convois britanniques. À partir de 1940, l'état-major de la flotte sous-marine allemande se trouve en France. Les ports français de l'Atlantique deviennent autant de bases de U-boats. Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux constituent des points stratégiques de la plus haute importance. Malgré tous les efforts de la Royal Navy, la fréquence des attaques allemandes sur les navires marchands et militaires ne cesse de croître. Et tous les mois, 9 nouveaux U-boats sortent des chantiers allemands. Décembre 1940 s'ouvre sur les actions conjointes des marines allemandes et italiennes qui provoquent la perte de 20 bateaux britanniques.